Ce balado est une production originale Santé Québec, Bas-Saint-Laurent. Bonjour, ici Gilles Turmel. Aujourd'hui, les ITSS. Et pour en parler, je reçois deux invités aujourd'hui. D'abord, le docteur Frédéric Tupinier-Martin, qui est médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent. Et aussi Catherine Martin, qui est co-responsable de l'équipe en prévention et contrôle des maladies infectieuses à la Direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent. Bonjour tous les deux. Bonjour. Je commencerai avec vous, Frédéric. Première question d'abord, pourquoi parler des ITSS? Les ITSS sont parmi les maladies pour lesquelles la Direction de santé publique se fait le plus interpeller avec des processus d'enquête, mais puis lorsqu'on regarde individuellement pour les personnes qui les subissent, qui les vivent, qui les contractent, ça nécessite des traitements, des épisodes de soins qui peuvent avoir des conséquences aussi importantes sur la santé, tout dépendant bien sûr de l'ITSS, puis on pourra aller dans les détails par la suite. Oui, allons-y avec les détails, Catherine. Une ITSS, c'est quoi exactement? C'est une infection qui se transmet sexuellement ou par le sang. Puis, c'est une infection aussi qui peut avoir des symptômes ou pas de symptômes du tout, ce qui complique un peu la chose des fois. Il y a des gens qui se sentent protégés parce qu'ils n'ont pas de symptômes, mais finalement, ils peuvent être atteints d'une ITSS. Puis c'est important de briser la chaîne de transmission parce que ça se transmet assez bien. Assez bien, OK. C'est un vrai enjeu de santé publique, là. Oui, absolument. Oui, définitivement. On a des gens, puis on peut regarder historiquement, on pense par exemple à la crise du sida qu'il y a eu dans les années 90, c'était des dizaines de milliers de personnes qui mouraient d'ITSS. Heureusement, on n'en meurt plus aujourd'hui. En fait, on en meurt aujourd'hui, on en meurt encore, mais beaucoup moins. Quand on est bien traité, on n'en meurt pas. Mais les ITSS viennent avec des conséquences à différents stades. Ma collègue parlait, par exemple, de conséquences. On peut penser à la chlamydia ou à la gonorrhée. On peut, par exemple, vivre de l'infertilité en lien avec une gonorrhée ou une chlamydia non traitée, ce qui peut avoir des impacts importants là, pour les projets de vie d'une personne. Ou si on l'est en grossesse, pendant qu'on contracte une ITSS, par exemple la syphilis, on peut avoir des conséquences importantes pour le bébé à naître, par exemple des malformations, des impacts importants. Donc, c'est un problème de santé publique, l'ITSS. J'avais aussi le goût de vous demander, est-ce qu'on est tous égaux devant les ITSS? Que ce soit par rapport au sexe, par rapport à la région, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, est-ce qu'on est différent d'ailleurs au Québec? En fait, tout le monde, première des choses, tout le monde peut contracter une ITSS. Ça, c'est peut-être la chose à dire. Donc, d'une certaine façon, oui, on est tous égaux par rapport à ça, mais il y a certains groupes là, qui sont davantage rejoints par les services de par le risque qui est plus élevé. Le principal groupe dont on parle souvent, c'est nos fameux 15-24 ans, donc des jeunes qui sont plus actifs, qui vont aussi devoir être rejoints par les messages de prévention, par exemple le port du condom principalement, mais pas seulement, les services de dépistage. Mais après, on a d'autres clientèles. On pense par exemple aux personnes qui consomment des drogues, notamment par les veines. On va avoir les personnes détenues dans les établissements de détention. On va avoir les personnes qui font du travail du sexe. On va avoir certaines personnes qui proviennent de pays où les ITSS sont encore plus importantes, prévalentes qu'au Canada. Donc, c'est des groupes qui vont être davantage rejoints par nos services parce qu'on sait qu'ils sont surreprésentés dans les diagnostics ITSS. N'empêche que ça ne concerne surtout pas que les jeunes. Ça, c'est certain. Absolument. Non. Puis je dirais même que je pense qu'on sous-diagnostique parfois les ITSS chez, par exemple, nos personnes âgées. On va dire, passé un certain âge, puis je pense qu'une conception sociale, hein, qu'après un certain âge, on a moins de relations sexuelles, puis on va se dire, une dame de 70 ans, il ne fera pas un test parce que probablement qu'elle n'a pas de relations sexuelles. Puis parfois, on serait surpris de savoir que, ben oui, hein, on maintient une vie sexuelle même passé un certain âge et que c'est important de s'intéresser à la santé sexuelle de toutes les personnes qu'on rencontre finalement dans le milieu de la santé.
santé. OK. Est-ce que c'est étonnant ou j'allais dire à la limite décevant de voir qu'alors qu'on est à l'ère de l'information, que tout est disponible partout facilement en ligne, il me semble qu'on sait tout, toute l'information planétaire est au bout des doigts. Et puis malgré tout, on a l'impression qu'on n'est peut-être pas encore assez bien informé. Est-ce que c'est un paradoxe, ça? Ben, en fait, ce qui est vraiment intéressant par rapport aux ITSS, c'est que les moments où on en a eu le moins, c'était souvent des moments où on avait les plus graves conséquences et le moins de contrôle sur les ITSS. Par exemple, si on retourne là, au début du 20e siècle, fait que au début des années 1900, on avait beaucoup moins d'ITSS parce qu'on n'avait pas de traitement, on n'avait pas encore d'antibiotiques, par exemple, pour traiter les ITSS. Puis on a vu que lorsque les premiers antibiotiques sont arrivés, on a eu une remontée des ITSS parce que les gens banalisaient d'une certaine façon les conséquences. Même chose quand le VIH, le sida est arrivé des années 80. On a eu une baisse drastique des ITSS parce que les gens savaient qu'avec d'autres ITSS, parce que oui, on pouvait attraper la gonorrhée, mais en même temps, on pouvait attraper le VIH. Puis là, ça voulait dire que c'était une mort assurée à l'époque quand on n'avait pas encore les traitements. Et depuis que la trithérapie, les traitements efficaces contre le VIH sont arrivés, là, on voit une remontée. Donc, depuis le début des années 2000, là, on voit que les ITSS sont en augmentation relativement stable. Là, on a plus un plateau, ça dépend des ITSS. Et donc, comment dire, on voit qu'il y a une dynamique qui est liée à des choses qui sont au-delà de nos interventions sociétales, mais ça n'enlève pas l'importance de l'éducation, de faire des campagnes, d'aller rejoindre les gens directement dans leur milieu, que ce soit les milieux scolaires, que ce soit dans certains bars. Mais excuse-moi, mais ce qu'on entend souvent aussi, c'est que c'est moins peurant parce que ça se traite. Oui, exact. Fait que les gens se protègent moins, ça se traite. Exact. Si j'ai des symptômes, j'irai me faire dépister. Je prendrai des antibiotiques, puis ça se traite. C'est une réalité différente, par exemple, justement, quand on a commencé à entendre parler du VIH dans les années 80, et je veux trahir mon âge, mais je me souviens, effectivement, ça nous faisait excessivement peur parce qu'on allait en mourir, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Exact. OK. Catherine, quels sont les ITSS les plus courantes? En fait, lesquelles vous voyez, lesquelles il y en a pas des centaines, là, lesquelles qu'on voit le plus? Ce qu'on voit, notre quotidien, c'est beaucoup la chlamydia. Mais de plus en plus, là, si je remonte là, de plusieurs années, là, avant, on voyait très peu de syphilis ou de gonorrhée. Là. C'était concentré plus au niveau des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais là, aujourd'hui, c'est assez fréquent, toutes les semaines, des gonorrhées, puis des syphilis chez des femmes en âge de procréer, des jeunes, des hétérosexuels, des femmes enceintes. Là, ça, c'est un peu plus préoccupant. Okay. Mais notre principal, là, c'est vraiment la chlamydia, mais on a de tout. On a des hépatites aussi, hépatite B, hépatite C. C'est près de 90% de nos ITSS, c'est la chlamydia là, qu'on se fait signaler. Donc, c'est important. Est-ce que ces données-là, ce que vous voyez, ce que vous remarquez concrètement, ça témoigne de réalités différentes dans les pratiques sexuelles? On entend toutes sortes de choses. C'est que les plus jeunes sont peu actifs. Est-ce que vous le voyez dans les statistiques quand vous rencontrez des clients concrètement, des patients? Pas vraiment. Ben, on voit, comme je dis, on a certaines ITSS qui sont en plateau. Là, je les ai pas en tête exactement, mais je dirais que quand même la tendance depuis le début des années 2000, c'est vraiment une tendance à la hausse, malgré effectivement qu'il y ait peut-être des changements de comportement là, dans que certaines données sociologiques vont nous rapporter, mais nous, ce qu'on voit dans les données statistiques d'infection, là, c'est pas, on voit pas de baisse pour le moment. OK. D'où l'importance du dépistage. Oui. Tout à fait. Comment sait-on qu'on a une ITSS? En se faisant dépister. puis on l'a dit, hein, pas de symptômes, ça ne veut pas dire pas d'ITSS. Là. Ouais. Je pense qu'il y a un message à retenir, c'est que... Mais souvent, les gens disent ça, hein, ils sont surpris d'avoir une ITS parce qu'ils disent « Ah, j'y avais demandé, il m'avait dit qu'il était correct. Pas de symptômes. » Ou j'ai regardé l'organe sexuel de la personne, puis c'était propre, fait que j'ai pas... Mais ça veut rien dire. C'est parce que c'est très subjectif. C'est ça, une personne pourrait dire, moi, j'ai juste 2 ou 3 partenaires, par exemple, donc il n'y a pas de risque, alors qu'un autre va dire, j'en ai 25, alors là, je suis plus à risque. Il n'y a pas de logique par rapport à tout ça. Aujourd'hui, là, non. Aujourd'hui, moi, je pense... Aujourd'hui, là, on peut plus se fier sur... moi, je suis jeune, je suis plus vieille. Moi, je suis aux hommes, je suis aux femmes. Là, aujourd'hui, moi, je ferais même plus différent. Je trouve que tout le monde est à risque. Pas à risque égal parce que vraiment, on a nos groupes vulnérables, mais il y a des ITS... le risque est là. OK. Mais est-ce que ça en est à dire qu'on devrait se faire dépister de façon régulière? Puis encore là, comment déterminer en fonction de nos pratiques? Ce que je recommande généralement, c'est pour les gens de prendre contact avec les services
de santé sexuelle au Bas-Saint-Laurent. On a des cliniques ITSS qui sont réparties dans chacune des MRC. Là, que vous soyez dans n'importe quel endroit au Bas-Saint-Laurent, vous avez accès à des services ITSS. Sinon, vous avez les GMF vous pouvez en parler avec votre médecin de famille, avec une infirmière de votre GMF. Puis, il y a d'autres services comme Air ouverte pour les jeunes, les 12-25. À l'école. À l'école aussi pour plusieurs jeunes. Puis, en fait, c'est généralement à ce moment-là que le professionnel ou la professionnelle de la santé va évaluer votre niveau de risque. Puis, il y a des recommandations selon vos facteurs de risque, la fréquence et de quels ITSS on va aller dépister. Donc, une personne très, très peu active, ça va être généralement la gonorrhée, la chlamydia, rarement plus, mais quelqu'un qui va additionner facteur de risque, là, on va généralement ratisser plus large, sachant que la personne est additionnellement à risque de d'autres ITSS, par exemple la syphilis, par exemple le VIH, les hépatites B et C dont on parle aussi. Juste une chose à ajouter, là, je pense il y a des gens qui ont peur de se faire dépister parce qu'ils ont encore l'image là, du petit bâton, puis que ça fait mal, puis que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, là, souvent, il peut y avoir des autoprélèvements pour les femmes, des pipis d'un petit pot, là, c'est assez simple, là. Sinon, des prises de sang ça fait pour pas mal. d'infection, mais ça fait pas mal. Il n'y a pas de raison là, de refuser d'aller se faire dépister parce qu'on a peur du test. Là. Donc, il faut faire confiance aux professionnels de la santé, à notre médecin, aux infirmières, aux gens, par exemple, vous parliez en milieu scolaire. Évidemment, il y a du personnel là aussi qui est formé pour ça. Exact. Mais encore là, ça peut varier. J'allais dire, les jeunes sont peut-être plus timides d'en parler, peut-être pas, justement, avec la surinformation auquel ils sont ça dépend quel type d'information auquel ils sont impactés. Mais j'oserais dire quand même qu'il y a un nouveau programme, nouveau, il est de moins en moins nouveau, mais ça fait l'horizon temporel, là, c'est 5 à 10 ans là, qu'il y a un nouveau programme dans les écoles qui est en implantation, vraiment on prend l'enfant dès l'entrée à la maternelle, puis au début là, on est plus dans l'anatomie, quelles sont les parties du corps, on s'entend, on parle pas de condom puis de relations sexuelles, mais tranquillement on l'accompagne selon son niveau de curiosité, son niveau de préparation là, à entendre parler de différents sujets de nature sexuelle. Puis c'est vraiment un parcours qui est maintenant longitudinal de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. OK. Donc, ces services-là sont disponibles partout au Bas-Saint-Laurent, sans les énumérer, mais je comprends donc dans les écoles, on le disait. Les infirmières scolaires. Oui. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service? On a des cliniques ITS dans chacune des MRC au Bas-Saint-Laurent. Frédéric disait aussi tantôt Air ouverte. Là, on a Air ouverte dans la Métis, on a Air ouverte à Rivière-du-Loup. Les GMF, donc votre médecin de famille, là, c'est une bonne... Oui, on a une infirmière qui va faire du dépistage aussi chez Uniphore. OK, également. C'est ça. Donc, on a des services qu'on essaie de déployer directement dans certains milieux. Donc, Uniphore, centre de détention où on fait du dépistage aussi. On se déplace. On va rejoindre la clientèle qui est plus vulnérable. OK. Et de façon plus large, plus globale, la santé publique, quel est son rôle là-dedans? Qu'est-ce que la santé publique fait pour promouvoir justement là, de bonnes pratiques ou limiter la propagation des ITSS? Bien, d'abord, il y a toute la gestion des cas lorsqu'on reçoit des signalements. Donc, nous, lorsqu'il y a un test qui est fait au laboratoire, c'est simplement, on a un peu d'informations qui nous est acheminée. Puis nous, notre travail, c'est de briser les chaînes de transmission. Donc, on prend contact avec la personne, on peut évaluer, disons, combien de contacts, quels sont les contacts, les avez-vous déjà avisés? Avez-vous besoin qu'on le fasse de manière anonyme? Donc, vraiment, on appelle puis on dit absolument aucune information confidentielle. On va juste dire, vous avez été exposé à la chlamydia, par exemple. On vous recommande d'aller vous faire dépister ou d'être pris en charge dans une clinique ITSS. Donc, c'est le genre de service qu'on va offrir de base pour la gestion des cas d'ITSS dans notre direction. Mais après, il y a tout le travail de partenariat. Dans le fond, comme on disait, là, avec les services de dépistage, bien, ça va être de faire le lien avec ces services-là, de faire la promotion, d'identifier des nouveaux territoires où on peut aller offrir du dépistage, de prendre contact avec ces environnements-là pour offrir les services. Après, il y a tout le côté éducation. Donc, on parlait des programmes dans les milieux scolaires, mais on peut faire des formations additionnelles. Par exemple, on parlait d'Uniphore, qui est un organisme là, pour la diversité sexuelle et de la pluralité des genres au Bas-Saint-Laurent. Bien, nous, on est en lien avec eux pour justement les amener à aller offrir d'autres formations dans différents milieux. Donc, il y a tout ce travail-là relationnel, partenariat, développement d'intervention qu'on va faire aussi de notre côté, en plus de la gestion des cas et de leurs contacts. OK, donc la prévention, l'éducation, c'est primordial. Primordial. Puis on s'assure aussi que les gens, en parlant des cas, là, les personnes atteintes, pour certaines personnes, c'est un peu plus difficile d'avoir un suivi. On s'assure que la trajectoire est vraiment mise en place et qu'ils sont pris en charge. Là. OK. Et les messages très simples, là, parce le bon vieux condom dont on parle toujours. Oui. Qu'est-ce que vous dites aux patients? Qu'est-ce que les professionnels disent aux gens qu'ils rencontrent pour
au minimum, au moins se donner une chance. Là, que je parle du condom, d'avoir des pratiques sexuelles peut-être responsables. Je ne sais pas comment on doit le dire exactement, mais c'est quoi le message qu'on passe à la population? En fait, la première des choses, comme on l'a dit, c'est vraiment de prendre contact avec les services. Je pense que c'est là où, généralement, c'est le counseling avec un professionnel de la santé individualisé qui est le plus efficace. C'est parce que vraiment, les conseils qui vont être donnés vont être adaptés aux facteurs de risque de la personne. Donc, c'est la première des choses à faire. Si vous avez la chance, c'est de prendre contact avec un intervenant en santé sexuelle du territoire. On en a nommé déjà plusieurs, les cliniques ITSS. Et là, à ce moment-là, effectivement, on pourra évaluer. Donc, si, par exemple, vous consommez des drogues par les veines, on va vous donner du matériel de consommation stérile, donc des seringues, puis du matériel propre. Si vous avez seulement des relations sexuelles, là, à ce moment-là, ça pourrait être des condoms. Il existe les condoms qu'on peut mettre sur un pénis, donc pour insérer, mais on va aussi avoir des condoms réceptifs. Donc, ça peut être ce genre de matériel-là. Il existe d'autres outils. Donc, c'est là où on va parler de la fréquence de venir se faire dépister. Donc, d'où l'importance de, donner des messages, informer c'est quoi une ITSS, puis c'est quoi une chlamydia, c'est quoi les symptômes à retenir, par exemple. Mais je pense qu'individuellement, on peut faire du counseling qui est plus clair et plus adapté à chaque personne. Puis sensibiliser les gens aussi aux risques qu'ils prennent pour leur propre santé aussi. Là. Tu sais, de dire à une femme, là, si tu attrapes une ITS, tu es enceinte. Là. Ton bébé, tu peux le perdre, ton bébé. Ton bébé peut naître avec des malformations. C'est pas sans risque du tout, là, avoir une ITS. Là. Fait que ça, c'est de leur faire prendre conscience des risques, c'est super important. Donc, il faut en parler. Peut-être en terminant, justement, les parents. C'est quoi le rôle des parents là-dedans? Parce qu'on ramène souvent ça à ça. Là. Vous laissiez entrevoir que, il y a une voie de recrudescence. Les plus jeunes sont peut-être un peu différents dans leur façon de faire les choses. Ça part donc souvent de là, effectivement, l'éducation. Quel est le rôle des parents aujourd'hui? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est différent? La première des choses, c'est d'en parler. Hein. Donc, si c'est un tabou, les chances sont que le jeune va aller s'éduquer dans d'autres sources d'informations qui pourraient être malheureusement comme de la pornographie ou ce genre de choses-là où c'est pas tout à fait une image saine ou une image de la réalité du moins qui va être transmise. Donc, d'avoir cette conversation-là ouverte, de comme parents s'informer soi-même sur les ressources parce que on peut en avoir besoin pour soi et pour ses enfants et pour informer ses enfants, normaliser les choses, avoir une attitude ouverte. Puis, je pense que généralement, après ça se construit avec son enfant. Dr Frédéric Tupinier-Martin, vous êtes médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à la Direction régionale de santé publique ici, donc au Bas-Saint-Laurent. Catherine Martin, vous êtes co-responsable de l'équipe en prévention et contrôle des maladies infectieuses. Merci à tous les deux. Merci de votre présence. Souhaitons que vos messages auront été entendus et qu'on en parlera de plus en plus des ITSS. Merci à tous les deux. Merci. Bonne fin de journée.